bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ici sur le plateau TV de cette édition 2018 d'Immotissimo où l'on apprend plein de choses sur l'immobilier. Et là, je vous propose de répondre, tenter d'essayer de répondre à une question. Pourquoi faut-il passer par un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser un investissement immobilier? Voilà une question très intéressante. On va essayer d'y répondre grâce à Sébastien Caron. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, vous êtes directeur administratif et financier chez Capigo. Vous êtes un expert en gestion de patrimoine. Expliquez-nous ce qu'est Capigo. Alors Capigo, c'est une entreprise à taille humaine. On est une dizaine de collaborateurs, 3 associés, 3 experts, chacun dans un domaine d'expertise. Le groupe est né en 2005, d'abord dans l'immobilier de rapport rénové. Puis ensuite, vers 2011, on est passé sur de la promotion. Et la partie patrimoniale en tant que telle, le cabinet est né en 2014. Et donc, on a mis la gestion de patrimoine au cœur de la problématique d'investissement. Donc 4 expertises aujourd'hui. On a l'ancien rénové. Oui. Donc effectivement, on vous trouve un immeuble de rapport, on s'occupe de l'administratif, on s'occupe de l'implantation, on s'occupe des travaux et de la gestion locative, donc l'immeuble de rapport clé en main. On a une partie neuve, donc là on va être essentiellement sur la Pinel, la Malraux, les monuments historiques, donc la défiscalisation immobilière. Ensuite, on a la partie assurance de personnes, donc tout ce qui va être mutuelle, prévoyance, assurance de prêt. Et enfin, la partie patrimoniale pure, à savoir tout ce qui est réorientation juridique, tout ce qui va être placement financier, tout ce qui va être transmission de son patrimoine. Est-ce qu'il y a une des expertises qui est plus mise en avant qu'une autre chez Capigo ou tous sur le même pied d'égalité? Alors, tous les pôles sont importants. Ils ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes au même moment. C'est-à-dire que chez nous, vous rentrez forcément par la partie patrimoniale, puisque si on ne sait pas ce que vous voulez faire, si on ne connaît pas vos objectifs, si on ne sait pas qui vous êtes, on va forcément on a un grand risque en tout cas de vous raconter une bêtise. D'accord, oui, de ne pas aller dans votre sens. Donc il faut absolument venir se confier à vous pour que vous orientez votre clientèle vers le meilleur produit. Exactement. Donc, on arrive à cette question et on va essayer d'y répondre. Pour quelles raisons est-ce que c'est important d'être à vos côtés pour investir dans le patrimoine? Alors, la partie patrimoniale, c'est quelque chose qui prend du temps, qui vous suit tout au long de la vie et on ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est-à-dire que passer par un conseiller de gestion de patrimoine, je vais essayer de répondre à cette question, c'est être accompagné tout au long de sa vie patrimoniale, donc de 25 à 60 ans, dans une vision globale. C'est-à-dire quand un client veut investir ou quand un client cherche à avoir une stratégie patrimoniale, il ne sait jamais trop vers qui se tourner. Son notaire, qu'il rencontre 1 à 2 fois dans sa vie peut-être, son expert comptable, son banquier, ses amis autour d'un apéro. La problématique, c'est d'avoir une vision globale des choses, puisque l'expert comptable fait de très bon bilan, le notaire vous aide à transmettre, et le banquier vous place votre argent. Mais parfois, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. D'accord. Donc là, c'est là l'importance d'être accompagné par un gestion. Exactement. Et on est une profession qui est réglementée. Donc effectivement, on n'a pas un métier, mais des métiers. On a une accréditation ORIAS qui nous permet d'exercer le métier de conseiller en investissement financier, le conseiller en assurance et enfin la partie immobilière qui, elle, est délivrée par la préfecture. Donc on est obligé d'avoir toutes ces accréditations pour s'appeler conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. N'importe qui ne peut pas se nommer gestionnaire. Non, non, non. Et c'est alors un gage de qualité d'une part pour le client, puisqu'effectivement, on a une 40aine d'heures de formation par an, parce que la fiscalité, entre autres, évolue tous les jours et on est obligé d'être aguerri là-dessus. Et ensuite, on a toute une partie, je dirais, administrative à respecter, puisque quand vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, il va d'abord vous faire un audit pour voir effectivement quelles sont vos envies, qui vous êtes. Il va vous faire une restitution en disant, bah voilà, par rapport à ce que vous avez envie de faire, voilà ce qui peut être mis en place. Et suite à ça, il va vous rédiger une lettre de mission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de je ne vous avais pas dit que j'allais faire ceci. On est obligé de tout rédiger, donc c'est une protection pour le consommateur. D'accord. Et de quel moyen, enfin par quel moyen est-ce que le client peut justement vérifier que son gestionnaire en patrimoine est officiellement un gestionnaire en patrimoine? Alors il va y avoir deux biais. Le premier, je parlais de l'ORIAS, c'est donc un registre national qui est ouvert au public. D'accord. Déjà, la première chose, on tape le nom du cabinet ou le nom du conseiller. Via le web? Voilà, via le web. Et s'il n'est pas dedans, bah, on s'en va. C'est pas la peine. D'accord. Et c'est uniquement via le web? C'est uniquement via le web pour l'ORIAS. Et ensuite, on a
des organismes professionnels type l'ANACOFI, qui est un organisme professionnel qui recense les conseillers en gestion de patrimoine. Pardon. D'accord, donc là on peut se diriger vers eux pour vérifier que votre nom est bien mentionné parmi les Exactement. professionnels en gestion de patrimoine. Quels sont les pièges et les conseils que vous donnez à votre clientèle? Alors, le piège, enfin en tout cas les pièges à éviter seraient, je dirais, d'avoir un bien trop alléchant. Si on vous vend quelque chose de très rentable, de sans risque et de très 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 éloigné de vos centres d'intérêt, partez, c'est qu'a priori il y a de grandes chances qu'il y ait un loup à l'intérieur de ce projet. Si je prends Lille, puisque effectivement on est au cœur de la métropole, il y a suffisamment de biens à acheter, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, sans avoir besoin de partir à Marseille, parce que moi je ne connais pas Marseille, je ne saurais pas vous dire quel est le bon quartier de Marseille, autant sur Lille, j'arrive à me projeter. Donc on évite d'acheter des choses qui paraissent trop belles pour être vraies, puisque ça n'existe pas. D'accord. Il faut pouvoir mesurer les risques. Exactement. D'accord. Et comme je disais sur l'immobilier, qu'on ait une loi défiscalisante ou non, le but c'est d'avoir un emplacement qu'on connaît. Donc l'emplacement c'est la clé d'entrée de l'immobilier. Et ensuite, on va peut-être l'habiller d'une loi défiscalisante, on va peut-être la mettre dans une SCI, on va peut-être y mettre les enfants. Mais en tout cas, le bien en tant que tel est primordial dans le choix d'acquisition. Est-ce qu'il faut comparer le prix du mètre carré du secteur pour s'orienter vers le bon choix de produit? Alors oui, il faut tout le temps comparer avec le prix de marché, avec la contrainte et la difficulté de comparer par exemple du neuf avec de l'ancien. Effectivement, souvent on va regarder sur le net, on a différents sites qui vous donnent un prix moyen au mètre carré dans l'ancien. Et dedans, vous avez aussi bien de l'ancien qui a été rénové que une 1930 qui est encore dans son jus et il faut refaire l'électricité, la toiture, etc. Et on va comparer ces deux prix-là à un prix du neuf, qui lui a des contraintes énergétiques plus importantes, qui a parfois de la domotique, qui ne va pas engendrer de frais de copropriété importantes pendant 10 ans. Donc la comparaison est compliquée, mais il faut toujours avoir une valeur de marché à l'acquisition et surtout à la location. Si on vous dit c'est formidable, ce bien va se louer 1000 euros par mois, et que vous regardez qu'autour de vous, le neuf ou l'ancien est à 800, c'est pas la peine d'y aller, vous savez que vous n'arriverez pas à louer au-dessus du marché. D'accord, donc tout ça, ce sont les conseils que vous apportez à votre clientèle. Quels sont les autres critères qu'il faut regarder absolument avant d'investir? Alors il faut aussi regarder si l'acquisition est en adéquation avec votre projet de vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, je vais investir dans l'immobilier locatif pour mettre mes enfants peut-être lors de leurs études. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais on se projette là-dessus. D'accord. Ou à l'inverse, j'ai envie de passer ma retraite en Bretagne, et donc je connais bien le lieu sur lequel je vais investir, et donc je vais utiliser le locatif pour que mon locataire paye une partie de mon bien pendant 10-15 ans, et j'irai passer ma retraite là-bas. D'accord. L'investissement locatif serait prioritaire à ce moment-là. Exactement. D'accord. Et après, est-ce qu'il y a d'autres envies qu'on peut avoir et sur lesquelles vous conseillez? Alors, en termes d'acquisition et de patrimoine, il faut aussi se rappeler que l'immobilier, c'est un placement moyen-long terme. C'est pas liquide. Ça a quelques contraintes. Donc, on peut avoir de l'immobilier géré. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui vont s'occuper pour vous de la gestion locative, que ce soit dans la résidence senior ou la résidence étudiante. On aura tous les mois un loyer et on n'a pas de contraintes sur la location. On va peut-être avoir des choses un peu plus rentables quand on va les gérer soi-même, mais il ne faut jamais perdre de vue le côté, moyen et long terme. C'est pour ça qu'on va avoir de l'investissement immobilier, c'est le sujet du jour, et on va aussi avoir de l'épargne liquide à placer. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va investir dans l'immobilier quand on a, en dessous de 55 ans. On va utiliser l'effet levier du prêt. On va se créer un patrimoine. Et une fois que ce patrimoine est créé, on va peut-être faire des arbitrages. On va peut-être vendre un appartement pour le rendre liquide et le mettre dans une assurance vie, ou conserver les revenus de cet immobilier comme un complément de retraite plus classique. D'accord. Donc, pour répondre à cette question sur le thème du jour, est-ce que l'on peut se lancer seul avec des projets plein la tête dans l'investissement patrimonial immobilier? Alors, est-ce que c'est dangereux? Rien n'est impossible. Donc effectivement, on peut essayer de partir sur ce fameux sentier, ce parcours du combattant. On a quand même de grandes chances de faire quelques mauvais choix.
C'est-à-dire qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de calibrer le bien en fonction de son besoin, en fonction de son effort d'épargne possible, en fonction de l'imposition qu'on souhaite gommer si c'est défiscalisant. Est-ce qu'on le met ou non dans une société civile et pourquoi? Est-ce qu'on le met à l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'on la transforme en impôt sur la société? Est-ce qu'on le loue nu? Est-ce qu'on le loue meublé? Et enfin, est-ce qu'on y met les enfants ou non? Alors, si vous avez toutes ces réponses, en plus de ce qu'on a dit au départ, à savoir le prix de marché, le loyer adapté, vous pouvez partir sereinement dans la recherche d'un bien. Sinon, effectivement, il est fortement conseillé d'avoir un CGP avec vous. Un CGP, conseiller en gestion du patrimoine. Exactement. Donc si on a envie de venir vous voir et d'avoir vos conseils, on prend contact avec vous déjà par téléphone, on prend rendez-vous. Exactement, donc par téléphone, mail, n'hésitez pas, le site internet, ce que vous voulez. Mais comment on fonctionne? On va forcément on va se voir deux fois. On va se voir une première fois, vous allez m'expliquer qui vous êtes, vous allez m'expliquer vos objectifs. Ensuite, je vais travailler un petit peu dans mon coin et je vais vous faire une restitution. Sur ces deux sujets-là, au sein de Capigo, ça ne vous engage en rien, ça ne vous coûte rien et vous n'êtes pas obligé de continuer à travailler avec nous dans le futur. Et ensuite, on va vous rédiger une lettre de mission. Tout à l'heure, je parlais des obligations. Donc, on rédige une lettre de mission, assortie ou non d'honoraires, et on va continuer de travailler ensemble sur le sujet du patrimoine. D'accord. Sur ce deuxième rendez-vous, enfin sur le rendez-vous où vous allez justement étudier tout cela, il y a des documents essentiels, officiels à vous apporter? Alors, officiel à nous apporter, si vous avez tout en tête, c'est bien, mais c'est rare. Donc effectivement, parce qu'on va parler de votre imposition, on va parler de vos capitaux restendus si vous avez des prêts, on va parler de votre environnement civil et juridique. Donc si vous avez des documents à nous apporter, c'est plus simple. En tout cas, ça sera plus précis. Et moi, à l'inverse, ce que je vais devoir vous donner, c'est des choses écrites. C'est-à-dire que si je vous parle d'un investissement avec une rentabilité, je vous l'écris et je dois m'y tenir. C'est-à-dire que c'est engageant pour moi. Donc là-dessus, il faudra en tout cas, si vous voyez un conseiller en gestion de patrimoine, repartir toujours avec votre synthèse patrimoniale et avec les documents qui engagent le conseiller sur le résultat. Alors, c'est à partir de cette lettre de mission qu'il y a engagement, donc c'est à partir de là où on va parler argent avec vous. Exactement. D'accord, mais avant, on ne parle pas d'argent. Non, en tout cas pas chez Capigo. D'accord. On fait une préétude ensemble sur justement ce potentiel investissement patrimonial. Et ça, c'est gratuit. Exactement. Donc, on répond finalement à cette question, c'est pourquoi il faut être avec un conseiller en gestion de patrimoine. Bon, déjà, c'est une première réponse. Et puis après, on voit si on Exactement, continue. si on continue. Et quoi qu'il arrive, si vous faites des investissements via un conseiller en gestion de patrimoine, ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous êtes en direct avec les différents partenaires. Et puis, on peut éviter quand même quelques risques. Et effectivement, si vous venez me voir, ça arrive des fois pour un investissement défiscalisant immobilier et que vous ne payez que très peu d'impôts, on va peut-être repartir sur un placement financier ou un autre type d'investissement immobilier. On va réorienter votre souhait qui ne répondra pas forcément à votre objectif. D'accord. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Capigo, on rappelle le site internet? www.capigo.fr. D'accord, Sébastien Caron. Merci. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous. On vous souhaite un très bon salon et nous, on se retrouve dans un instant pour parler du prélèvement à la source avec la Banque Postale Immobilier Conseil. À tout de suite.